l'entretien du marquis, série sur le journalisme. Dans la série précédente, je vous avais expliqué que la presse écrite notamment, était en faillite. Elle était en faillite parce qu'elle n'était plus capable de se renouveler et elle vous présentait une soupe qui avait assez peu d'intérêt. Aujourd'hui, je vais traiter sur la fabrication de la propagande. C'est peut-être une série qui va durer quelques numéros. Alors pour commencer, on va aller aux sources de cette propagande. Je vais vous parler d'un personnage que le grand public ne connaît pas, mais pour qui j'ai travaillé. Alors pourquoi j'ai travaillé sur ce personnage? C'est qu'il possédait un journal qui s'intitulait Le Contadin, c'est un journal régional d'Avignon. Il possédait une imprimerie et il était surtout président des journalistes français. Socialiste, européiste, il appartenait à un réseau très puissant dans le journalisme. Et ce monsieur que j'ai fréquenté m'a expliqué que le journalisme avait pour but de mettre en place un monde meilleur. Pourquoi pas? Alors ce monsieur, son nom c'est Edmond Volponi. Alors, pourquoi pas? Ce personnage avait vécu la guerre, il a voulu construire un monde plus juste, je ne vois pas, le problème. Il est de gauche, moi je ne le suis pas, vous le savez, mais dans une démocratie, il y a la pluralité. Le seul problème, c'est que ces réseaux de gauche vont faire en sorte de phagocyter entièrement la presse, et quand vous avez, comme on le sait, 90% des journalistes qui sont de gauche, on ne peut pas dire qu'il y a une représentation de la population française. Moi, si j'en crois les derniers sondages, la France est à 25% de gauche. Donc, il y a un véritable problème démocratique. D'autant que ces journalistes, ces fraternels, vont faire en sorte de prendre possession des écoles de journalisme, où ils vont former des journalistes qui leur ressemblent, qui vont être de gauche. Donc c'est un cycle sans fin. Vous avez une presse de gauche, et vous avez les grandes écoles, ou les écoles de journalisme, qui forment des journalistes de gauche. Cette pluralité qui nous vante et qui est nécessaire à toute forme de démocratie, eh bien elle est un leurre quand on connaît le système. D'autant que dans ces écoles de journalisme, on apprend de plus en plus aux apprentis journalistes à faire de la communication. C'est-à-dire qu'on fait de moins en moins de journalisme dans ces écoles. De toute façon, le journalisme est en crise, on fait de plus en plus de communication. C'est ce que je vous avais dit dans le précédent numéro, il y a une frontière qui est de plus en plus floue entre l'attaché de presse qui fait de la communication et le journalisme. Donc, vous avez ces journalistes de gauche omniprésents dans les médias, vous avez des élèves journalistes qui vont être de gauche. Mais je crois qu'il y a quelque chose de pire, dont je vous ai parlé dans le précédent numéro. C'est qu'un journaliste qui voudrait traiter un sujet comme l'immigration va se retrouver face à des associations. Ces associations porteront plainte si elles considèrent que le journaliste ne respecte pas en quelque sorte un certain esprit, un certain état d'esprit sur l'immigration. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ces associations, elles sont financées par qui? Elles sont financées par l'État. Elles sont financées, généralement, par des collectivités socialistes. Il suffit, pour s'en convaincre, de penser à Anne Hidalgo qui finance toute une série d'associations de gauche qui vont, après, harceler les ennemis politiques d'Anne Hidalgo. Sur les réseaux sociaux, ces associations portent plainte. Donc, on voit se constituer une sorte de sphère journalistes, hommes politiques, associations, qui vont faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout la possibilité de faire un journalisme de qualité. D'autant plus que ces associations ont été créées, je crois vous l'avoir dit dans une vidéo précédente, dans le but de maintenir le PS au pouvoir. C'était le bras armé du PS. On fait en sorte qu'il y ait ce politiquement correct dans les journaux, dans les médias, et faire en sorte que les adversaires, je pense au LR, adoptent les comportements du politiquement correct. Donc, plus de pluralité et faire en sorte qu'il y ait une sorte de chape de plomb sur la vie politique, journalistique française. Mais, comme je vous l'ai expliqué, ça ne fonctionne pas parce que les Français ne se retrouvent pas face à un comportement ou des articles qui n'ont ni queue ni tête. La presse est en faillite. Et cette faillite est due à ce que je viens de vous dire. Des fraternels, un politiquement correct,
des associations. Mais voilà, ces socialistes ont érigé tous ces éléments en dogmes. Aucun journaliste de gauche ne peut aller à l'encontre de ces dogmes. Souvenez-vous, Montebourg qui a essayé un moment d'émettre un avis différent, un peu divergent par rapport, je crois, il voulait couper l'envoi d'argent dans des pays africains. Il a été rappelé à l'ordre. Pensez que ces jeunesses qui soutenaient Montebourg l'ont quitté. C'est-à-dire que ça va très loin, hein, le pouvoir que ces gens ont sur la pensée de gauche. Mais à partir du moment où vous avez cette pensée, vous avez des dogmes. Ces dogmes vont conduire à la censure. Et c'est là où nous allons avoir la fabrique de la propagande. Alors vous savez, on va rappeler les 3 sujets que le journaliste de gauche ne peut pas aborder, c'est-à-dire critiquer l'Europe, critiquer la submersion migratoire et trouver quelques qualités aux penseurs de droite. Ça, vous n'avez pas le droit, c'est interdit, là vous allez vous faire censurer, vous allez vous faire rappeler à l'ordre. Donc la propagande se met en place et la première chose que vous allez comprendre, tout au moins, quelle est la première chose qui permet de dire on a affaire à la propagande, c'est ce qu'on appelle le manichéisme. Le manichéisme, c'est dire que d'un côté il y a le bien et de l'autre côté il y a le mal. Le bien est représenté par ces progressistes, le politiquement correct, et le mal, eh c'est nous les vilains d'extrême droite, hein, comme ils aiment nous appeler. Dernièrement, sur Twitter, j'ai une jeune fille de gauche qui m'a envoyé un dessin où on voyait 4 personnages. Alors il y a une sorte de viking, un mec du Ku Klux Klan, une sorte de néo-nazi. Hein, voilà. Ils avaient un panneau, c'était marqué hate, la haine. Et puis de l'autre côté, vous avez une foule qui écrivait love, love, love. Eh bien c'est cela. C'est-à-dire que vous imaginez forcément que votre adversaire est un néo-nazi. Quant à vous, vous êtes du côté de l'amour. Hein. Ah c'est cool, l'amour et la haine, voilà. Ce sont les 2 camps. Quand je vois les Black Lives Matter ou les Antifa, j'ai pas l'impression que cette ligne de lecture est tout à fait juste. Il faut le reconnaître. Alors, pour l'instant, cette propagande fonctionne suffisamment pour être dangereuse. Il suffit de voir Macron, qui véritablement fait très attention à ce qu'il dit et qui est très politiquement correct. Je ne suis pas sûr que Macron soit véritablement politiquement correct. Non, il fait attention pour ne pas se retrouver un petit peu en difficulté vis-à-vis des grands leaders politiquement corrects. Macron n'a aucune idéologie. Il est là pour le pouvoir. Je pense qu'en d'autres temps, il aurait été pétiniste, ou en d'autres temps, il aurait été bonapartiste, ou Dieu sait quoi. Macron, c'est le vide, c'est le néant, comme le rappelle très bien Davé et l'homme. Alors, aujourd'hui, nous avons malgré tout des médias qui nous représentent, notamment des médias télévisuels, avec Bolloré, qui donne la parole à quelques journalistes de notre camp et de notre parti. Mais à quel prix? Bolloré est strictement catalogué comme un homme de droite, voire d'extrême droite, ce qui, à mon avis, n'est pas. Il suffit de voir les invités sur CNews, quelquefois. Sa chaîne est relativement... elle devrait être une chaîne normale, c'est-à-dire que vous avez des gens à peu près de tous bords. Mais ce que ne supporte pas ce camp du bien, c'est de voir des Charlotte Dornelas, des Yvan Roussel au milieu d'autres journalistes. Ça, c'est quelque chose d'impensable. À tel point d'ailleurs qu'ils pratiquent la censure dans leurs médias. Souvenez-vous, par exemple, que France Inter refuse d'inviter Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est le diable, il faut être clair pour France Inter. Florian Philippot n'est pas invité très souvent sur France Inter, je crois que même jamais. Je ne parle même pas de François Asselineau. Donc voilà, il y a véritablement une occultation des adversaires politiques à ceux politiquement corrects. Et c'est bien là le problème. Parce que la propagande, c'est ça. On va occulter toute une série de faits, on va occulter toute une série de leaders pour qu'ils ne puissent pas avoir accès et, évidemment, rendre un peu de raison dans ce débat public qui n'en a plus. Il faut essentiellement que l'information soit des dogmes répétés, répétés, martelés. Je vais donner un exemple un petit peu ancien, puis après, dans le prochain numéro, je vous donnerai quelques exemples plus récents. Pensons à la campagne du Brexit. D'un côté, il y avait le bien, c'était l'Europe,
et de l'autre côté il y avait le mal, c'était le Brexit. Donc, toute notre presse française, d'ailleurs je ne vois pas un grand quotidien qui ait milité pour le Brexit, ou tout au moins permettre la nuance dans ce débat, a été pour il faut absolument que les Anglais restent dans l'Europe. Le fameux Remain. Alors, cette propagande va passer par un des points les plus importants, c'est la diabolisation. Vous vous souvenez avec Jean-Marie Le Pen, on va diaboliser. C'était la limitation de Laurent Gérard. Mais c'est un fait. Les gens qui essaient de défendre un point du Brexit, qui rappelait tout simplement la souveraineté, la liberté, étaient des gens qui étaient mauvais, qui étaient des gens d'extrême droite, des gens qui étaient fascistes, nazis, on a eu tous les épithètes. Et ceux qui votaient pour eux, c'était grosso modo des alcooliques avinés de pubs anglais. Par contre, les gens instruits, intelligents, ils étaient européens. Alors, ça m'a toujours semblé, cette lecture manichéenne m'a toujours semblé amusante, puisque l'Europe, je vous l'ai expliqué dans une des séries, c'est quand même une dictature, et les gens qui voulaient retrouver leur liberté, c'était considéré comme des fascistes. C'est-à-dire que dans la fabrique de la propagande, il y a une inversion orwellienne. Ceux qui défendent la dictature sont les amoureux de la liberté, et ceux qui défendent la démocratie et la liberté, ce sont des nazis. Et vous ne trouvez pas de gens qui vont dénoncer ce manichéisme un peu imbécile et orwellien. C'est peut-être ce qui a été le plus choquant dans la campagne du Brexit. Ensuite, pour véritablement convaincre ou persuader les gens de ne pas voter pour le Brexit, on vous explique que si les Anglais retrouvent leur indépendance, eh bien, ils vont connaître toute une série de mots terribles, un peu bibliques. On s'attendait presque à voir tomber les sauterelles, la peste. On a eu avec le Covid, remarquez, mais ça a été pour tout le monde. Voilà, toute une série de mots qui allaient s'abattre sur l'Angleterre. Là encore, c'est extrêmement intéressant, parce qu'il y a une technique d'affolement. Diabolisation et affolement. Si vous allez vers la liberté, vous connaîtrez la faim, l'horreur, la misère économique. Quelques années après, on s'aperçoit que les salaires ont augmenté de 9% en Angleterre. Moi, j'ai des amis qui habitent à Londres, ils me disent, mais on n'a jamais eu un pouvoir d'achat comme cela. Alors certes, il y a quelques petits ennuis, mais qui sont bien moindres que ceux que l'on connaît aujourd'hui en Europe. Il suffit de regarder un petit peu les problèmes économiques, migratoires, les problèmes sociétaux, les problèmes de liberté en Europe pour s'apercevoir que la situation en Angleterre est quand même bien plus agréable. Voilà, donc l'affolement, où l'on fait en sorte de créer de la peur chez les partisans du Brexit, ça n'a pas fonctionné. Et puis on a eu une campagne un peu bizarre, il y a une jeune députée qui est morte de manière un peu étrange à un moment donné. Alors, je voudrais juste finir sur cette anecdote parce que j'avais un copain qui était à l'UPR et il y avait François Asselineau qui avait pronostiqué, prédit d'ailleurs, qu'il y aurait une députée qui allait se faire buter pour vraiment créer une situation d'angoisse. Et on en discutait comme ça. Et puis quelques jours après, il y a bien une députée, mère de famille, pro-européenne, qui a été assassinée. Alors des fois on se dit que ces propagandistes sont tellement prévisibles qu'on arrive même à connaître à l'avance leur grande manipulation. Alors pour ceux qui auraient quelques doutes sur le fait qu'on ait pu deviner la mort de cette députée, je vous renvoie aux vidéos de François Asselineau d'ailleurs, parce que c'était lui qui nous avait donné la mèche, qui nous avait vendu la mèche, et c'est ce camarade de l'UPR qui m'avait expliqué qu'ils étaient prêts à tout. Voilà. Enfin, le dernier point sur lequel je voudrais terminer, on va faire en sorte de ne pas donner la parole, donc de faire dans la propagande, on ne va pas parler de certaines choses. Ça va être strictement interdit. Voilà, je vois que l'heure tourne et que j'arrive bientôt aux 15 minutes, que je ne peux pas dépasser. Je continuerai cette série jeudi, je vous ferai un autre numéro jeudi. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour un nouveau numéro sur le journalisme.